Bien, bonjour à toutes et à tous. Désolé pour ce léger retard à nouveau pour commencer cette séance. Alors, je vais donc poursuivre et peut-être terminer aujourd'hui le parcours que j'avais annoncé en début de semestre sur une présentation générale de la problématique de l'analogie. Nous avons vu la dernière fois une quatrième fonction après avoir parlé de la fonction discursive, de la fonction catégorielle, de la fonction régularisatrice, la fonction figurative donc, et j'avais rappelé que je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit la dernière fois bien sûr, mais je rappelle principalement que ce que je vous avais exposé, c'est d'une part que cette idée qu'il y ait de l'image dans le langage, ce que j'appelle ici la figuralité de la figure, était souvent oubliée dans les études sur la question, que pour le comprendre, il fallait dissocier le concept d'image et le concept de visibilité. Je vous ai ensuite parlé du concept d'imageabilité qui est utilisé en psychologie cognitive et qui, appliqué à la question de la métaphore par exemple, peut rendre certains services en termes de degré d'imageabilité croissant ou décroissant à l'intérieur d'une structure métaphorique. Nous avions vu aussi sous un angle un peu plus philosophique l'approche de ce que Marie-Josée Monzin appelle le processus imageant. Et enfin, dans la partie sur la place de l'analogie dans l'effet d'image, je vous avais expliqué que les trois facteurs, les trois conditions qui me paraissent nécessaires pour qu'il y ait un effet d'image sont l'indistinction sémantique, c'est-à-dire le fait qu'on ne soit pas dans une logique du vrai et du faux, de l'être et du non-être, etc., et qu'on ait une sorte de conflit conceptuel, comme le dirait quelqu'un comme Prandi, Michele Prandi, un conflit conceptuel qui n'est pas résolu, donc entre deux mots qui ont des sens incompatibles, mais aucun des deux n'est effacé au bénéfice de l'autre. Il y a donc ce que j'appelle ici une indistinction sémantique, mais qui correspond assez bien à ce que Prandi appelle le conflit conceptuel. Une similarité, bien sûr, et puis la contrainte de non-décroissance de l'imageabilité, on l'avait vu, qui permet donc de limiter la dimension figurative à certaines structures qu'on appelle en général métaphoriques. Donc vous voyez que la conséquence de ce point de vue, c'est tout de même quelque chose d'un peu particulier par rapport à l'approche traditionnelle de la métaphore. Parce que ici, on dissocie la métaphore de l'effet d'image. Autrement dit, certaines métaphores, tout en restant des métaphores dans les définitions rhétoriques traditionnelles de la métaphore, sont certes des métaphores, mais qui ne peuvent pas produire un effet d'image dans la mesure où elles connaissent une décroissance d'imageabilité, comme c'est le cas ici, vieil océan au grand célibataire. Ici, j'ai un conflit conceptuel qui est résolu d'une certaine façon, enfin résolu, qui reste toujours en tension, mais qui donc va proposer à l'imagination, si l'on veut, un certain nombre de solutions, d'interprétations, mais en tout état de cause, on n'aura pas forcément un effet d'image. Donc, on parle évidemment en général d'image quand on parle de métaphore, mais si on prend au sérieux la notion d'image, toutes les métaphores, à mon avis, ne produisent pas un effet d'image. Alors, bien sûr, il faudrait tester cela. On pourrait, de la même manière qu'il existe des tests psycholinguistiques pour l'imageabilité des mots, on pourrait très bien imaginer des tests psycholinguistiques pour l'imageabilité des métaphores. On pourrait tester cela. Un point peut-être sur lequel je n'ai pas été assez clair la dernière fois, c'est sur cette notion de conflit conceptuel. Vous voyez la différence entre l'homme rugit, par exemple, et la piété, lierre qui s'enracine. Donc, dans l'homme rugit, je n'ai pas vraiment un conflit conceptuel. Je n'ai pas un conflit conceptuel dans la mesure où, disons qu'ici il y a un choix sémantique. On utilise rugir qui s'utilise plutôt pour le lion avec un homme, donc il y a bien sûr une sorte d'incompatibilité sémantique, mais je n'ai pas un conflit conceptuel dans la mesure où l'homme rugit
je peux, si vous voulez, réduire cette métaphore en disant que ça signifie que l'homme crie, hurle, etc. Je peux remplacer rugir par un autre verbe qui va dire différemment, bien sûr, mais qui va expliciter l'idée véhiculée par rugir. Donc je n'ai pas vraiment un conflit conceptuel. J'ai un conflit sémantique, si on veut, mais pas conceptuel. Alors que si je prends la piété lierre qui s'enracine, dire que la piété est un lierre, je ne peux pas formuler cela d'une manière, si vous voulez, non métaphorique. Hein. Il n'y a pas de résolution possible comme dans le cas de l'homme rugi. Il n'y a pas une commutation. Je ne pourrais pas dire... enfin voilà, il n'y a pas Un autre exemple qui est donné par Prandi, c'est un exemple poétique, dorment les sommets des montagnes. Bon, dire que les sommets des montagnes dorment. Ayez en tête une sorte de comparaison entre les sommets des montagnes dorment et l'homme rugit. Vous voyez que dans les sommets des montagnes dorment, il y a un conflit conceptuel, tout au moins si on l'interprète dans cette dimension-là, c'est-à-dire en imaginant que les montagnes sont calmes, il y a du calme dans les montagnes, et donc on dit qu'elles dorment. Mais je ne peux pas faire commuter le verbe dormir avec un verbe qui dirait ce que font les montagnes d'une manière, si vous voulez, littérale et non figurée, comme lorsque je remplace l'homme rugit par l'homme crie ou hurle. Oui. C'est cela que signifie la différence entre un conflit conceptuel et un conflit sémantique. Bien, alors, évidemment, cette hypothèse selon laquelle le degré... Enfin, il me semble que l'idée qu'il y ait un effet d'image assez fort lorsqu'il y a une croissance d'imageabilité, hein, je vous avais donné plusieurs exemples. Ça me paraît relativement incontestable. Dans le cas où on a une égalité d'imageabilité entre l'élément qui sert de source et l'élément qui sert de cible dans la structure métaphorique, peut-être là, il faudrait vérifier d'une manière, enfin, au moyen de protocoles psycholinguistiques, parce que, bon, c'est l'impression que j'ai, mais c'est vraiment une hypothèse. Hein. Et là, c'est la même chose, le fait qu'il n'y ait pas d'image. Je ne vois pas quelle image on pourrait se faire de océan au grand célibataire. Vous voyez que cette métaphore, elle s'adresse à autre chose qu'à l'imagination visuelle. Hein. La piété lierre qui s'enracine, d'une certaine façon, notre imagination autour de la piété est nourrie par ce que nous savons du lierre, même presque par la vision du lierre. Hein. Vieil océan, ô grand célibataire, notre connaissance des célibataires ne nous permet pas d'avoir une image de l'océan. Vous voyez, il y a quelque chose quand même qui est assez différent. Bien, alors, je vous donne une citation là de Michele Prandi, justement pour cette notion de conflit conceptuel. Hein. C'est à lui qu'on doit cette approche de la métaphore, disons. Donc je lis la citation. Confrontons maintenant l'expression Jean a versé du vin avec le ciel bas et lourd nous verse un jour noir plus triste que les nuits. Baudelaire. Le premier emploi de verser est tout à fait cohérent du fait que l'objet tombe dans une classe d'objets admise par le verbe, les substances concrètes liquides. Le second, par contre, donne lieu à un conflit conceptuel. L'objet se situe en dehors non seulement de la classe d'objets solidaires du verbe, les substances liquides, hein, c'est-à-dire verser s'emploie avec comme complément d'objet une substance liquide, mais aussi de son domaine ontologique, les substances concrètes. Donc le conflit dérive précisément du fait que le verbe verser n'a pas adapté sa signification au contenu de l'objet, développant de ce fait une valeur distincte, mais il a gardé intacte sa signification.
sa valeur dans le paradigme et ses propriétés combinatoires. Ce qui veut dire que, contrairement à ce qu'on lit parfois, dans la métaphore, les mots ne changent pas de sens. Pour que la métaphore fonctionne, il faut précisément que chacun des mots qui construit la métaphore garde leur sens pour que le conflit ait lieu, pour que le conflit conceptuel ait lieu. Ça n'est pas que le mot a changé de sens. Le mot verser nous verse un jour noir plus triste que les nuits doit conserver son sens littéral, si l'on veut, pour que la métaphore puisse se construire. C'est-à-dire que le signifié de la métaphore se fait au niveau de l'ensemble de l'énoncé, et ce signifié d'ensemble, qui est soumis à interprétation, hein, bien sûr, il est construit à partir du signifié des éléments qui constituent la métaphore. Pour justifier la distinction que je faisais tout à l'heure entre le conflit conceptuel et le conflit sémantique, une autre petite citation de Prandi: l'incohérence comme conflit conceptuel irréversible s'oppose à la rupture d'une solidarité lexicale qui crée un conflit réversible. L'homme rugit, c'est un conflit réversible. C'est juste une solidarité lexicale qui est rompue. Alors, pour ceux d'entre vous qui travaillent sur la métaphore, je vous conseille vivement cet article-là, qui est, même les deux, celui-ci littéral, non littéral, figuré dans les cahiers de praxématique, sont deux articles qui repensent d'une certaine façon l'ensemble des phénomènes de figuration, de métaphorisation, etc., qui peuvent être utiles pour ceux d'entre vous qui travaillez sur ces sujets. Voilà, donc j'espère que ces explications complémentaires vous donneront une idée un petit peu plus précise de la signification et de la portée de ce schéma. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, on passe donc à l'avant-dernière fonction de l'analogie que je voudrais vous présenter, qui est donc la fonction paraphrastique de l'analogie. Et la fonction paraphrastique vise, si vous voulez, toutes les paraphrases possibles. Donc, je ne l'ai pas précisé ici, mais il y a deux types de paraphrases. Les paraphrases intralinguistiques, qui sont donc des paraphrases à l'intérieur d'une même langue. Et les paraphrases intralinguistiques désignent simplement des relations d'équivalence entre des phrases d'une même langue. Voilà, donc je répète, paraphrase intralinguistique, relation d'équivalence entre phrases à l'intérieur d'une même langue. Paraphrase interlinguistique, c'est le cas de la traduction. Alors, je vais m'intéresser uniquement là au cas de la traduction en essayant de vous montrer que on peut voir, disons, le phénomène de traduction sous l'angle de l'analogie. Alors, dans quel sens j'entends cela ? Rappelez-vous, je le rappelle toujours parce qu'on a tendance à l'oublier rapidement, que on distingue le plan de la similarité et le plan de l'analogie, qui est le plan de l'analogie et le processus qu'on effectue à partir des similarités. Ce que je vais essayer de vous exposer ici, c'est l'idée que une bonne traduction est fondée sur une bonne similarité entre les deux textes, et que c'est cette similarité qui va produire l'analogie des effets de chacun des textes sur les lecteurs. Donc, je redis cela autrement.
considérer un texte et considérer l'effet que produit sur un lecteur, ou les effets possibles produits sur un lecteur par ce texte. Le but de la traduction est évidemment de faire en sorte que le texte traduit dans une langue, dans une autre langue donc, produise sur les locuteurs de cette autre langue le même genre d'effet que produisait le texte de départ sur les locuteurs de la langue de départ. Et c'est là que se situe l'analogie. Ce qu'on recherche dans la traduction, c'est à produire un texte qui ait un effet cognitif analogue au texte de départ. L'objectif de la traduction est de produire un texte qui ait un effet cognitif analogue au texte de départ. Alors, il faut préciser évidemment, compte tenu d'une fonction donnée. Si vous voulez, toutes les traductions n'ont pas la même fonctionnalité. Certaines traductions sont purement pratiques, d'autres sont à vocation littéraire, etc., etc. Il y a des types de traductions différents, des fonctions différentes. Le raisonnement que je viens de vous tenir présuppose qu'on est dans une fonction constante. Et là, je vais travailler de toute façon uniquement dans le cas du texte littéraire et plus spécifiquement dans le cas du texte poétique. Alors, donc c'est ça l'idée générale, c'est que l'hypothèse, c'est que si on a une bonne similarité entre les textes, bon, mais il faut être capable de la mesurer. Comment on fait pour mesurer qu'un texte d'une autre langue est similaire à un texte d'une langue de départ? Ça va être ça la difficulté. Et l'hypothèse, c'est de dire que s'il y a une bonne similarité entre les textes, les effets cognitifs produits par ces textes vont être analogues. Voilà. Alors, je pars donc de la notion d'orthonymie qui est introduite par Bernard Pottier dans sa sémantique générale. Alors, c'est très simple, la notion d'orthonymie, c'est l'idée qu'il y a dans certaines situations un mot plus immédiat que d'autres. Alors, par exemple, dans une démarche homasiologique, devant une ouverture vitrée dans une façade au-dessus du sol, la dénomination banale immédiate sera fenêtre. D'accord ? Donc, par rapport à un référent et une certaine conceptualisation, l'orthonyme, c'est la désignation directe et qui s'oppose à la métaphore, à la métonymie, à ce qu'il appelle la péronymie, mais passons là-dessus, à des désignations indirectes, donc, qui ne sont pas orthonymiques. Et ce qui marche du point de vue onomasiologique marche également dans l'autre sens. Si fenêtre est prononcé, le sens prototypique ou l'orthosémie sera celui-là. Mais s'il s'agit d'un tir de fusée ou d'un écran d'ordinateur, une fenêtre au sens d'une fenêtre de tir, fenêtre d'ordinateur, on aura affaire à d'autres acceptions par métasémie. Bien. Alors, ce que je retiens de cette idée, alors un exemple, là, l'orthonymie, pour désigner un bateau, ça va être le bateau. Mais si vous utilisez des dénominations indirectes, donc où on s'éloigne de l'orthonyme, vous pouvez utiliser une métonymie, les voiles, pour parler du bateau, une métaphore, l'oiseau de soie, ou une péronymie, c'est-à-dire une sorte de périphrase, ce qui m'a coûté 3 millions. Bon, qui peut être parfaitement personnel, peu importe, c'est une désignation quelconque. Alors, en quoi cela a à voir avec la traduction? C'est que l'idée de base qui va nous permettre de calculer les similarités, c'est l'idée que si on traduit, si on a un orthonyme dans le texte 1, on va traduire par un orthonyme dans le texte 2. Le texte 2, c'est le texte traduit. D'accord ? Donc, pour prendre un exemple tout bête, ici c'est juste un détail pour dire qu'on a une certaine expression, une certaine représentation et donc une certaine unité textuelle. Un exemple très très élémentaire,
vous avez un texte en anglais avec une expression du sujet par la personne 1, I, eh bien la traduction orthonyme sera, donc c'est l'orthonyme pour la personne 1, I, et on traduira avec une similarité maximale par l'orthonyme je en français. Donc, ce que je considère ici, c'est que dans un cas comme traduire I par je, qui est un cas évidemment tout à fait élémentaire de traduction, j'ai une similarité maximale et je la note par une distance qui est la plus petite distance possible, qui est 1. Il y a forcément une distance, puisque de toute façon, ce sont des langues différentes. Et alors, on va calculer les similarités en termes d'éloignement par rapport à des orthonymes. Donc, vous vous souvenez du continuum de la similarité que je vous avais montré. On peut diviser, pour simplifier les calculs, en 3 zones. Une zone de similarité maximale, qui va être notée une distance 1, donc une petite distance, zone de similarité moyenne, distance 2, zone de similarité minimale, distance 3. Donc, plus la similarité est faible, plus la distance est grande. Alors, quand on examine des textes poétiques, et je vais vous montrer un exemple sur un texte particulier, voici le genre de similarité qu'on peut être amené à mesurer. Alors, il y a d'abord la similarité des unités lexicales ou grammaticales, et ensuite les similarités que j'appelle ici textuelles, qui renvoient au type de texte. Est-ce que c'est un texte versifié ou non? Parce qu'on peut traduire des vers par de la prose. Inversement, c'est plus rare, mais il y a la question des rimes. Est-ce qu'on reproduit les rimes dans la traduction, qui sont donc là des similarités entre des signifiants. Et puis il y a la question des rythmes ou des régularités phoniques, qui sont également des similarités entre des signifiants. Parmi les similarités des unités lexicales et grammaticales, on peut distinguer les similarités binaires et les similarités proportionnelles. Similarités binaires, ce seront soit des similarités de signifiés, soit des similarités d'ensemble signifié et signifiant, soit des similarités proportionnelles, où on aura une relation entre un signifiant et un signifié qui va être reproduite dans une relation entre un deuxième signifiant et un deuxième signifié. Alors, je prends l'exemple célèbre du texte de Poe, The Raven, qui est donc, je prends uniquement la première strophe, un texte très très célèbre, mais j'y reviendrai, on va en reparler. Mais je fais une espèce d'étude, si vous voulez, de cas sur cette première strophe. Alors, comment est-ce qu'on mesure toutes ces similarités? D'abord, la similarité des signifiés. On peut prendre des dictionnaires, des références lexicographiques pour vérifier. Et puis on a des cas comme cela. Vous voyez, je prends donc quand je regarde différentes traductions, je vous montrerai toutes les traductions qui ont été utilisées, mais quand je regarde les différentes traductions possibles, j'observe qu'il y a différents types de distances. Alors, la distance 1 qu'on a, j'ai illustré tout à l'heure par la traduction de I par je, on l'aura dans la traduction de end par et, de once par une fois, de midnight par minuit, de par un, donc de l'article indéfini par un, de door par porte, etc. D'accord ? Dans certains cas, il y a plusieurs possibilités pour une traduction qui a une polysémie, où il y aura donc une polysémie un tout petit peu plus grande, mais vous voyez que ces cas de traduction simple de distance 1 sont liés au fait que les unités d'origine sont très faiblement polysémiques. C'est-à-dire vous n'avez pas 36 choix, il n'y a pas beaucoup de polysémie de « et ». Enfin, il y en a une, mais disons que là, entre les deux langues, il y a vraiment une équivalence. Bon, la distance 2 sera obtenue lorsqu'on a une variation sémantique relativement faible. Par exemple,
dreary, traduit par effrayant ou noir. Alors que la traduction littérale serait lugubre. D'accord ? Vous voyez qu'entre lugubre et effrayant ou noir, on a quand même un décalage sémantique, une variation sémantique qui est introduite. Curious, traduit par précieux. Ponder, qui signifie plutôt méditer, s'appesantir sur, par songer. Méditer, songer, on a là aussi un décalage sémantique dans la mesure où songer n'a pas d'objet. Alors que là, en l'occurrence, je n'ai pas écrit ici sur, mais méditer sur, s'appesantir sur, ça suppose un objet quand même. Il peut y avoir une variation qui est simplement connotative, c'est-à-dire traduire door par oui au lieu de porte. Alors je précise pour les étudiants étrangers que oui est un mot qui signifie porte, mais dans un français, enfin disons que le mot oui est désuet dès les années 1950. Et puis vous pouvez avoir une variation grammaticale qui est simple, c'est-à-dire vous traduisez un article indéfini par un article défini, ou un singulier par un pluriel. D'accord ? Donc, dans tous ces cas de traduction, je mettrai une distance 2 au lieu d'avoir une distance 1. Et puis la distance 3, ça va être un choix d'éloignement par rapport à l'orthonyme, soit parce qu'il y a une double variation grammaticale, c'est-à-dire quand je traduis un article indéfini, singulier, par un article défini, pluriel, j'ai deux changements. D'accord ? Lorsque je traduis ponder par courber, le lien par rapport à l'idée d'origine de méditer, s'appesantir, est encore plus faible que dans le cas précédent où j'avais songé. D'accord ? Alors, parfois, dans une traduction, évidemment, un mot n'est pas traduit. Il est une construction différente fait qu'un mot n'est pas traduit. Alors, par convention, lorsqu'il y a une suppression d'une unité, ou alors un ajout, c'est-à-dire un mot est ajouté alors qu'il n'était pas dans le texte d'origine, j'ajoute plus 2, une distance moyenne supplémentaire. Pour ce qui concerne la similarité des signifiés et des signifiants, ici, l'idée est de rendre compte de ce qu'on appelle parfois aussi les mots transparents. De l'anglais au français, vous voyez qu'on a une ressemblance très grande entre many et main, entre curious et curieux, entre volume et volume, entre visitor et visiteur, chamber, chambre. Bon. Donc, là, j'ai la possibilité dans la deuxième langue de garder le signifié et le signifiant, de garder les deux. D'accord ? Donc, j'aurai une distance 1 lorsque j'ai la transparence, donc la similarité maximale, mais si la transparence n'est pas exploitée, par exemple si je traduis curieux par étrange, je considère que je suis un peu plus loin. Donc j'ajoute un paramètre, alors là je l'ai nommé n, parce que c'est quelque chose qui se calcule en fonction du rapport entre le nombre de cas concernés dans l'ensemble du texte et le nombre, total d'unités du texte. Bref, j'y reviendrai tout à l'heure, mais c'est un détail technique. Mais en gros, j'ajoute quelque chose. Il va y avoir une distance supplémentaire si la transparence n'est pas exploitée. Ensuite, il y a le cas de la similarité proportionnelle qui, comme je vous le disais tout à l'heure, renvoie à l'équivalence entre le rapport de deux signifiés au rapport de deux signifiants. Le rapport d'un signifiant à un signifié qui est repris dans le rapport d'un autre signifiant à un autre signifié. Alors, par exemple, tapping en anglais. Tapping, ça veut dire tapoter, et bien sûr que le signifiant de tapoter renvoie le signifiant de tapping
renvoie à l'idée de tapoter. Il y a quelque chose d'onomatopéique dans ce mot. Donc dans tapping, j'ai un rapport entre signifiant et signifié. D'accord? Il y a un mot, si vous voulez, onomatopéique. Donc je peux traduire en essayant de conserver ce rapport onomatopéique. Et si je traduis tapping par tapoter, j'ai le même rapport entre signifié et signifiant, c'est-à-dire je maintiens la dimension onomatopéique du mot. On a aussi quelque chose d'onomatopéique dans nodded, qui veut dire faire tomber, enfin avoir la tête qui tombe quand on s'endort, mais bon, ça c'est un peu plus... alors c'est surtout cet exemple-là qui est marquant, donc même raisonnement que précédemment, si je traduis tapping par tapoter, je traduis par la solution la plus proche, donc distance 1. Et si je fais une autre traduction qui fait disparaître la dimension du symbolisme phonétique ou de la dimension onomatopéique du nom, j'ajoute un facteur n. Alors ensuite, il y a les similarités textuelles. Bon, est-ce que le texte est versifié ou non? Là, il faudrait faire un choix. C'est pas évident. Là, en réalité, dans le texte de Pau, qui est versifié, les meilleures traductions, j'y reviendrai, hein, mais celles qui sont considérées par les critiques, par la plupart des critiques comme les meilleures traductions, sont des traductions non versifiées. Donc, ce facteur-là, du type de texte, je le laisse de côté. Je pense qu'il n'est pas pertinent, même si, en effet, lorsque je passe d'un texte en prose à un texte en vers, j'ai une différence. Mais au fond, cette différence n'est pas si pertinente que ça. Bon, les rimes, on peut vérifier si les rimes sont conservées ou pas. Oui. C'était par rapport à la transparence. Il y a des cas où le mot transparent, le signifiant est plus proche, mais s'éloigne parfois du signifié. Pensez au verbe marcher. Ouais. En anglais, on a le verbe to march, mais qui veut dire tout autre chose. Bah, non? Oui, mais on peut le traduire par marcher. Ouais. C'est plus utile d'utiliser le verbe walk. Oui. Donc, dans ce cas-là, le mot transparent finalement éloigne du sens. Oui, bien sûr. Mais l'idée, si vous voulez, c'est qu'on travaille sur des traductions attestées, enfin des traductions qui existent. Personne ne traduira marcher par march si c'est pas adapté dans un texte. Donc, le problème ne se pose pas, si vous voulez. Ce genre de problème ne se pose pas. Le problème, évidemment, mais vous avez tout à fait raison, hein, il ne faudrait surtout pas prendre ça. Oui, d'ailleurs, c'est très bien votre remarque. Ce que j'explique là n'est absolument pas un manuel de traduction. Hein. C'est pas comme ça qu'il faut traduire, pas du tout, bien sûr. Hein. Il ne faut surtout pas traduire en essayant de coller. Mais en revanche, quand on analyse des traductions qui sont déjà faites, et donc qui sont justifiées, qui ne sont pas absurdes, qui sont... là, en l'occurrence, des traductions d'œuvres littéraires, en général, elles sont faites par des auteurs, donc elles sont fiables. D'une certaine façon, elles ont leur cohérence, tout au moins. On n'aura pas ce genre de problème. Donc, il y aura un choix, vraiment, de s'éloigner ou pas du mot de départ. Mais monsieur, dans d'autres langues, par exemple, comme l'arabe et le français, on n'a rien de commun. De ce point de vue-là, oui. Il faudrait voir, c'est pas sûr. Théoriquement, on n'a pas quelque chose. Non, mais je veux dire que il peut y avoir, par exemple, des comment dire, des structures onomatopéiques qui peuvent être plus ou moins communes, etc. Il faudrait regarder comment fonctionne le symbolisme phonétique en arabe pour pouvoir aller plus loin. Hein. Mais évidemment, ce raisonnement-là marche mieux lorsqu'on considère des langues proches. Oui. Là, ce ne sont pas des langues, puisqu'il y a une langue romane et une langue germanique, hein, entre le français et l'anglais, donc ce serait encore plus facile entre le français, l'espagnol, l'italien, le roumain, etc. Mais en l'occurrence, effectivement, avec des langues très distantes, on aura plus de problèmes pour appliquer ce genre de choses.
sauf, enfin, pas pour la similarité des signifiés. Hein. Mais pour la similarité des signifiants, il peut y avoir des cas, malgré tout, parce qu'il y a des emprunts, toutes sortes de choses. Bon, les rimes, voilà, est-ce que les rimes sont conservées ou pas Est-ce qu'elles sont conservées dans la nature propre? C'est-à-dire, est-ce qu'on garde les mêmes rimes? Ou est-ce qu'on garde la structure des rimes, mais avec d'autres rimes, qualitativement? Et puis les récurrences phoniques, est-ce qu'on conserve ou pas les récurrences phoniques? Alors, par exemple, l'idée ici, c'est de regarder dans le texte de départ ce qui fonctionne comme récurrence phonique, combien il y en a, et est-ce qu'elles sont exploitées ou pas, chaque récurrence phonique. Si elle est exploitée par une récurrence phonique dans le texte traduit, eh bien, on ajoutera plus 1, distance minimale. Si elle n'est pas exploitée, on ajoutera plus n. Alors, ça permet de faire un calcul, si vous voulez, un peu savant, parce qu'il faut évidemment trouver ce fameux poids équivalent aux similarités sémantiques, donc calculer le fameux n. Bon, mais je vous passe les détails, on n'est pas obligé d'entrer dans tous les détails, mais ça permet d'avoir un mode de calcul, si vous voulez, de la similarité globale, mécanique, enfin pas mécanique, parce que c'est quand même, ça s'évalue pas automatiquement, mais c'est, si vous voulez, un des résultats possibles. Je pense qu'il y a d'autres mesures plus précises qui pourraient être faites, mais c'est l'idée de prendre au sérieux la notion de similarité entre deux textes de langues différentes. Comment on mesure cette similarité? Bon, là, vous avez une solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ce calcul maintenant? On prend donc le texte de Pau, qui a donc été publié pour la première fois en 1845, qui est considéré comme peut-être le poème le plus célèbre au monde, hein, et comme dit George Walter, l'unique best-seller de la poésie. C'est un poème qui a eu un très très grand succès. Il y a eu 42 traductions au moins en français entre 1853 et 2013. Et je tire ce chiffre d'une thèse qui a été faite récemment, vous voyez, en 2013, par Sandy Pécastin, une thèse donc qui contient la reproduction de toutes les traductions qui ont été faites de ce poème, enfin tout au moins d'un grand nombre d'entre elles. Alors ce que je vais essayer de faire à partir de là, parce que sur l'ensemble de ces traductions, certaines sont jugées comme ayant plus une meilleure qualité que d'autres. Je prends 10 traductions qui sont les suivantes. Donc, une première traduction de Baudelaire, La Genèse d'un poème, de 1854. Une deuxième traduction de Baudelaire, qui date de 1865. Ensuite, j'ai 3 traductions de Mallarmé, 2 qui datent de 1860, une de 1875. Et puis ensuite, j'ai d'autres traductions plus récentes, vous voyez, 77, 88, 97, 2008, 2009. Alors, je fais 2 hypothèses. D'une part, lorsqu'on a un auteur, comme Baudelaire ou Mallarmé, qui a traduit plusieurs fois le texte, normalement, la deuxième traduction doit être meilleure que la première. Hein, c'est quand même pas une hypothèse extraordinaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que la deuxième traduction est meilleure que la première? Dans la formulation que j'ai donnée tout à l'heure, ça veut dire que pour celui qui a traduit, l'effet cognitif produit par ce deuxième texte doit être plus proche de celui de départ. Deuxième hypothèse, donc on doit avoir une amélioration. Donc si l'hypothèse que je fais que l'analogie de traduction est meilleure quand la similarité est plus grande entre les textes, je dois pouvoir mesurer que la similarité, quand on passe de Baudelaire 1864 à Baudelaire 1865 ou de Mallarmé 1860 à Mallarmé 1875, doit être plus grande. Et par ailleurs, il se trouve que, pour la plupart des critiques, la deuxième traduction de Baudelaire et la troisième traduction de Mallarmé sont considérées comme
les traductions les meilleures, les plus fidèles du poème de Pau. Bon alors, ça aussi, il faudra voir si le calcul de similarité permet de le relever. Alors, je vous donne quand même des traductions pour que vous voyez un petit peu les différences. Donc, Baudelaire 1865, c'est la deuxième de Baudelaire, et Mallarmé 1860, c'est la première de Mallarmé. Vous voyez la différence, hein. Donc, Baudelaire 1865. Une fois, sur le midi lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur main précieux et curieux volume d'une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il se fit un tapement, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. C'est quelques visiteurs, murmurai-je, qui frappent à la porte de ma chambre. Ce n'est que cela et rien de plus. J'aurais pu vous donner la traduction, voyez, la traduction, le texte original, pardon, en regard de la traduction, mais relisez et vous verrez que c'est une traduction effectivement très, très fidèle. Mais une autre traduction, celle de Mallarmé, une fois, vers l'effrayant minuit, pendant que je songeais, las et abattu, sur de gothiques et curieux recueils d'amours oubliés. Alors, vous voyez la différence là. Pendant que je penchais la tête, mi-endormi, là il y a une coquille, soudain vint un bruit. Attendez, pardon. Voilà, je corrige. Soudain vint un bruit, comme d'une main doucement heurtant à la porte de ma chambre. C'est quelque ami, murmurai-je, frappant à la porte de ma chambre. Seulement cela et rien de plus. La dernière traduction de Mallarmé, bon, si on ne tient pas compte du fait qu'elle ne traduit pas une petite partie, un vers, une fois par un minuit lugubre, tandis que je m'appesantissais, faible et fatigué, sur main curieux et bizarre volume de savoir oublié, tandis que je dodelinais de la tête, somnolent presque, soudain se fit un heurt, comme de quelqu'un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre, cela seul et rien de plus. Alors, voyez là que Mallarmé retrouve Baudelaire dans sa deuxième traduction. Hein. Une fois vers l'effrayant minuit, une fois par un minuit lugubre. Alors, Baudelaire avait une fois sur le minuit lugubre. Bon. Pierre Pascal, 77. Alors là, on a un choix complètement différent, puisque d'abord le texte est versifié. Une fois vers le temps d'un lugubre minuit, or que j'épiloguais, recru et mal réduit, sur maint volume étrange et curieux de gnoses oubliés et de nul renfort, or que le chef Ballange était demi-toquant, soudain en tapinois, jouis un tapement. Alors vous voyez, là, le jeu, la volonté de conserver les sonorités, en tapinois, jouis un tapement, bon, etc. Deux autres solutions encore différentes. Henri Justin, 97, voici par un minuit lugubre où lourd et l'âge élucubrait. Alors, vous voyez que le once, une fois, hein, le poème c'est Once Upon a Midnight Dreary, hein, le début du texte. Alors, vous voyez que presque toutes les traductions disent une fois, une fois, une fois, une fois. L'idée qu'il y a un orthonyme pour la traduction, dans certains cas, est évidente. Hein. Mais vous avez des choix, voici par. Hein. Voici par un minuit lugubre, où lourd est là, j'élucubrais, sur main volume curieux les gloses d'une gnose obscure. Quand déjà je dodelinais, que soudain un tapotement, comme si quelqu'un toc-toquait à ma porte lourde, hein, etc. Alors, je n'ai pas mis le... Bon, parce que il y a une des traductions, je ne me souviens plus laquelle, parce qu'il y a quelque chose de très remarquable dans la version originale du texte chez Pau, c'est la rime en or. Hein. Nothing more, chamber door, law, etc. Et qui rappelle un peu le cri du corbeau, etc. Et il y a des traductions françaises qui ont cherché à... Ah bah si, c'est celle-ci. Corridor, au plus fort, dehors, renfort, vous voyez, qui a cherché à garder la rime en or. Bien, alors, maintenant, voici comment j'ai fait la mesure. Hein. Prenez un grand tableau.
vous écrivez le texte de Poe. Alors, les coupures, vous voyez par exemple ici, pounded, je fais une coupure seulement quand j'ai des coupures équivalentes dans le texte, traduit. Hein. Et donc, on regarde à chaque fois quel est l'équivalent du mot du texte de départ, du mot ou du groupe de mots du texte de départ. Et c'est à partir de cela qu'on peut mesurer donc les similarités. Alors, quand on mesure les similarités, si on prend en considération uniquement les similarités sémantiques, on obtient cela. Donc, vous voyez qu'au niveau des similarités sémantiques, on a déjà le texte de Mallarmé qui est un peu plus élevé, et les deux textes de Baudelaire, enfin ces deux-là, les deux textes de Baudelaire et le deuxième et le troisième de Mallarmé sont plus hauts. Oui. Dans les deux textes de Baudelaire, si on fait le calcul, on a le même résultat, donc, et ils n'utilisent pas les mêmes mots. Comment savoir quelle est la meilleure traduction si on a le... Oui, parce qu'il faut prendre en compte d'autres facteurs. Regardez. Si on prend signifié et signifiant, on voit qu'au plan signifié et signifiant, c'est un peu différent. Et là, c'est le résultat de la mesure globale, mais réétalonné, ça donne ça. Voilà. Donc, réétalonné, c'est-à-dire qu'il fallait multiplier par un facteur pour éloigner ce qui mérite d'être éloigné. Alors, vous voyez que quand on prend les calculs globaux, on a tout de même donc une différence déjà entre les deux Baudelaire, hein, même si du point de vue sémantique on a le même résultat, on a des différences quand on prend en considération les autres facteurs. Hein, la similarité signifiée et la similitude globale. Bon, le Mallarmé 2, là, on n'en tiendra pas compte. Vous voyez que ce que fait apparaître le schéma, c'est quand même que, effectivement, le texte de Baudelaire, la deuxième traduction de Baudelaire et la traduction de Mallarmé, elles ont un meilleur taux global de similarité que les autres. Hein. Ça se voit bien sur un schéma comme ça, où on voit que les deux pics, ici, sont représentés par la traduction de Baudelaire 1865 et la traduction de Mallarmé. Ce qu'on voit, c'est que les textes, vous voyez, Pascal, Justin, qui s'éloignaient du point de vue sémantique, vous voyez que la similarité sémantique était basse, hein, parce qu'on avait des changements de mots importants, mais ils cherchaient une similarité impliquant le rapport signifié-signifiant plus grande. Eh bien, leurs résultats globaux, vous voyez, c'est le trait gris, le résultat global, il reste en dessous, mais la bonne qualité de la relation de la similarité signifiant-signifié fait augmenter la différence entre, le décalage qu'il y a au niveau sémantique. Alors, j'ajoute un complément sur ces... Donc, j'ajoute un complément quand même sur ces notions. Un complément pour lequel on pourrait introduire ces notions de textualité endologique et textualité exologique qui correspondent, si vous voulez, à une reformulation de chez Ricoeur ou chez Merleau-Ponty, de la distinction entre parole parlée et parole parlante, et puis à la notion d'innovation sémantique chez Ricoeur. Donc, vous avez plusieurs cas. Oui, je vous en prie. Dans le détail, si vous voulez. Ben, c'est-à-dire que ce qui... Ouais. Oui, vous voyez, ça apparaît bien là. On a une meilleure entre 1 et 2, et là, chez Mallarmé, il y a une croissance dans la qualité de la similarité. Ce que mesure cette courbe,
c'est le degré de similarité des textes. Hein. Et l'idée, vous voyez, c'est que on montre de cette façon que la similarité des textes est un indice de la qualité des traductions. Mais il faut avoir une évaluation des qualités de traduction indépendante. Donc, si on part de l'idée qu'un traducteur qui produit plusieurs traductions s'améliore, donc forcément je dois avoir des résultats. Ce que je veux dire simplement, c'est que d'une certaine façon, ça montre que le calcul est bon. Enfin, je veux dire, a une certaine pertinence, ce calcul de similarité, puisqu'il fonctionne lorsque on compare des traductions qu'on peut considérer comme objectivement meilleures que d'autres. Ça suppose qu'il y a des traductions meilleures que d'autres. Alors meilleures, encore une fois, au sens d'une préservation de l'effet cognitif produit par le texte de départ. Hein. Ah, ce sont de tout petits détails. Hein. Ouais, ouais. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça. Oui. C'est pas tout à fait comme sur les brouillons, parce que les brouillons sont pas. Là, ce sont des textes qui ont été. Alors, je ne sais pas si. Est-ce qu'ils ont été vraiment publiés? Pas forcément. Pour Mallarmé, premier jet, ouais. Ouais, pour Mallarmé, au moins les deux dernières ont été publiées. Mais vous voyez, quand vous comparez, par exemple, pour répondre à votre question un peu, la version Mallarmé 1860 et 1875, donc vers l'effrayant minuit, il remplace par un minuit lugubre. Donc, vers ou par, ça ne change pas grand-chose, mais entre l'effrayant minuit et un minuit lugubre, il y a deux différences. Il y a le déterminant et puis il y a lugubre qui est beaucoup plus proche de dreary que effrayant. D'accord ? Et puis vous avez le maintien de l'article indéfini. Hein. Il aurait très bien pu dire vers le minuit lugubre. Mais le fait qu'ensuite ils choisissent de dire un lui fait. Enfin, je pense que cette intuition vient d'un sens du texte d'origine, c'est-à-dire d'une certaine perception qu'il a du texte de Baudelaire. Tandis que je m'apesantissais, donc pendant que je songeais, hein, entre songer et, alors pendant que, tandis que, c'est la même chose en termes de similarité sémantique, mais songer, c'est beaucoup plus vague par rapport à ponder que s'apesantir. Faible et fatigué, là et abattu. Sur de gothiques et curieux recueils d'amours oubliés, alors là, voilà, amour, l'idée d'amour n'est pas du tout présente dans le texte d'origine, etc., etc. Vous voyez, quand on entre dans le détail, on voit que la première traduction s'éloignait par toutes sortes de petites choses, et que dans sa deuxième traduction, il a cherché à se rapprocher du texte d'origine. Oui. Dans les statistiques, là, il y a plusieurs facteurs, et puis une hiérarchie entre ces facteurs-là. Par exemple, un critère à privilégier par rapport à un autre, par rapport à Je ne saurais pas trop vous répondre. C'est-à-dire que moi j'ai essayé dans cette mesure de rendre, grâce à un facteur, de rendre équivalent les facteurs sémantiques et les facteurs autres que sémantiques. Donc, si vous voulez, j'ai compté pour la strophe 1, parce que ça c'est un travail uniquement sur la strophe 1, mais il faudrait le continuer sur la 2, la 3, etc. Mais ça c'est une thèse, il faudrait faire une thèse là-dessus, c'est pas un sujet de... Donc, j'ai compté le nombre de cas où il y a des calculs à faire au plan sémantique, hein, enfin le nombre de... le nombre de... Voilà, là, le nombre de cases ici. Hein, parce que, je veux dire, parfois ça regroupe des unités, parfois ça ne les regroupe pas, parce que le temps, vous voyez, pounded ici, je l'ai coupé parce que sans doute qu'à un moment donné, vous voyez, courbé, on n'a pas la même désinence, on n'a pas le même temps, donc ça veut dire que c'est un autre morphème qui a été traduit différemment. Donc une fois que j'ai mon nombre total
d'unité, j'ai regardé, disons, l'ensemble des distances sémantiques pour avoir l'ensemble des distances sémantiques obtenues sur l'ensemble des unités pour essayer d'avoir un peu l'équivalent du côté du signifiant et les mettre à égalité. Mais peut-être qu'on pourrait faire un autre choix, effectivement, accorder plus d'importance à l'un ou à l'autre. Là, j'ai essayé de les traiter de la même façon. Alors, donc, j'introduis pour ouvrir un petit peu la problématique de la traduction, ces notions d'endologie et d'exologie, qui est simplement, je vous disais, une reformulation de cette distinction entre parole parlante et parole parlée, c'est-à-dire que la notion d'innovation sémantique, c'est l'idée qu'on a un sens nouveau qui est perçu dans un texte, produit par quelqu'un. Alors, là, j'ai distingué textualité et discursivité, texte, etc., mais à chaque fois, ça dit exactement la même chose. C'est-à-dire que cette opposition entre l'endologique et l'exologique, c'est l'idée que dans une textualité exologique ou dans un discours exologique, vous comprenez quelque chose que vous n'aviez pas compris auparavant. Alors que dans une discursivité endologique, vous restez à l'intérieur de votre univers de connaissances et vous comprenez, enfin vous accédez à une information nouvelle, mais pas à un sens nouveau que vous n'aviez jamais eu dans votre esprit, si l'on veut. Voilà, si vous lisez un poème de, je ne sais pas, de Poe, de Mallarmé ou de Baudelaire, vous avez accès à un discours exologique, mais si vous lisez la météo, ça vous apprend quelque chose, ça vous donne une information nouvelle, mais ça ne vous importe pas de sens nouveau dans votre esprit. La différence entre une information nouvelle et un sens nouveau. Bon, alors, pourquoi j'introduis ça ? Parce que ce que je voudrais vous montrer, c'est que les traductions peuvent servir, la possibilité des traductions peut servir à mesurer si un texte a un potentiel herméneutique grand ou faible. C'est-à-dire que lorsque vous avez un texte plutôt endologique, sa potentialité herméneutique, ses possibilités d'interprétation sont faibles. Alors que quand vous avez un texte exologique, ses possibilités d'interprétation sont très grandes. Bon. Alors, quand vous superposez les traductions de cette façon-là, vous voyez, j'écris en dessous le poème de Poe, Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary, etc. Et au-dessus, les différentes possibilités de traduction. Donc, upon est traduit par vers, sur, à, par, par un ou le, midnight toujours par minuit, dreary pour les 10 traductions, lugubre, effrayant, triste, morne, noir, etc. D'accord ? Bon. Le but est de dire, à partir de ces 10 traductions, combien j'ai de traductions possibles. C'est-à-dire, j'ai 10 traductions, mais en fait, celui qui a choisi, par exemple, alors une fois sur un minuit lugubre pendant que je méditais faible et fatigué, ça doit être la première traduction de Baudelaire. Baudelaire aurait très bien pu choisir ici une fois sur le minuit lugubre, il aurait pu dire tandis que je méditais, etc. D'accord ? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir de ces 10 traductions, il y a un très grand nombre de traductions possibles. Il faut multiplier 1 fois 4 fois 2 fois 5 fois 4 fois etc., etc. Donc vous voyez que vous obtenez très vite un nombre très très grand. Si j'avais pris ça l'année dernière, c'était une phrase d'une femme politique française qui disait « Je pense que la France n'est pas responsable du Veldiv ». Bon, un événement historique, passons. J'ai regardé sur Google toutes les traductions qui étaient données de cette phrase en anglais, et en fait, il n'y a que 2 traductions pour un très grand nombre de traducteurs. Enfin, c'est-à-dire que peut-être certaines fois la même traduction a été reprise, mais en tout cas, il y avait, pour 6470 traductions possibles, vous avez 2 traductions. D'accord ?
Et les deux traductions, c'était la place de la négation, hein, I don't think France is responsible for the Veldiv, ou bien I think France is not responsible. Bon. Alors, si vous nommez IPH, l'indice de potentialité herméneutique qui mesure le nombre de possibilités de traduction sur le nombre de traducteurs. Dans le premier cas, textualité endologique, ça vous apprend rien de nouveau, vous avez 2 traductions pour un très grand nombre de traducteurs. Donc l'indice de potentialité herméneutique il tend vers 0. Vous avez très peu de traductions pour un très grand nombre de traducteurs. Vous prenez un bulletin météorologique, vous le faites traduire par 36 personnes différentes, enfin, vous le prenez, mettons, en anglais, vous le faites traduire par 10 000 Français différents, il va y avoir très peu de variations. Hein. Donc, c'est ça que j'appelle l'indice de potentialité herméneutique qui est obtenu par la traduction. Il est très faible. Alors que dès qu'on a un texte poétique, vous avez vu quand je calcule comme ça, 1 fois 4 fois 2 fois 1, etc., pour 10 traducteurs au départ, 10 textes attestés, donc j'ai un indice de potentialité herméneutique qui tend vers l'infini. Alors évidemment, entre ces deux cas, le cas extrême où on a vraiment l'endologie pure, c'est-à-dire un texte, et puis le cas de très grande richesse d'interprétation, on peut avoir des cas intermédiaires très très grands. Mais vous voyez que la traduction peut vous permettre, si vous la pensez en termes de possibles, les possibilités de traduction vous indiquent si un texte est au fond, pour le dire familièrement, riche de sens ou pas. Ou si le texte est mono-interprétable, quoi. Alors, quelques conclusions sur ce point. La mesure de similarité que je vous ai montrée permet de rendre compte de la façon dont des traductions sont perçues intuitivement par leurs producteurs. C'est-à-dire que, aussi bien le traducteur qui traduit plusieurs fois le même texte et qui forcément se dit que ces traductions, les dernières, sont meilleures, ou bien les critiques qui considèrent que telle traduction de Baudelaire, telle traduction de Mallarmé sont les plus fidèles. Et donc on a vu que la mesure de similarité coïncidait avec ces impressions. Donc, ce jugement intuitif, il est fondé sur l'impression que le texte traduit produit un effet analogue au texte de départ, et donc de tels résultats montrent que les similarités entre les textes sont bien la cause de l'analogie des effets cognitifs produits par ces textes. Bon, et puis donc on a vu donc au plan herméneutique la distinction entre textualité exologique et textualité endologique qui peut être mesurée par une sorte d'indice de potentialité herméneutique, la potentialité traductive est donc une propriété assez fondamentale des textes. Bien, alors, est-ce que vous avez des questions sur cette partie donc, que j'ai consacrée à un aspect de la paraphrase, donc à la paraphrase interlinguistique, donc à la traduction, qui se résume, si vous voulez très simplement, à l'idée que produire une traduction, chercher à produire une bonne traduction, c'est chercher à produire le meilleur analogue possible d'un texte de départ. Et quand on dit le meilleur analogue d'un texte de départ, c'est une façon synthétique et résumée de dire un texte qui va produire un effet analogue au texte de départ, sur le lecteur. D'accord ? Alors, s'il n'y a pas de questions, je passe donc à la dernière fonction, la fonction iconique de l'analogie. Alors, on va commencer par un petit exemple, mais dont je vous ai peut-être déjà parlé. C'est la célèbre expérience Maluma Takete. Alors, ce sont deux mots qui n'existent pas en français.
ne sais pas s'ils existent dans certaines langues, mais ils sont faits en tout cas pour être des mots inventés qui n'existent pas. Et l'idée est de dire, voilà, deux mots qui n'existent pas, mais je vous donne deux figures, cette figure-là, et laquelle aimeriez-vous nommer Maluma, laquelle aimeriez-vous nommer Takete? Alors, celle-ci, Takete, et celle-ci, Maluma. Tout le monde est d'accord, hein, il n'y a pas de gens bizarres qui auraient envie de faire l'inverse. Oui, alors effectivement, cette expérience fonctionne dans toutes les langues pratiquement où elle a été testée, enfin à ma connaissance, dans toutes les langues où elle a été testée, à 98%. Tout le monde répond la même chose. Cette figure, le mot takete, qui n'existe pas, qui n'est même pas, qu'on peut même pas rapprocher d'un mot existant, hein, est associé à cette forme, et le mot Maluma est à cette forme donc qui est angulaire, pointue, hein, et Maluma à cette forme arrondie. Alors, en quoi on a affaire à une fonction iconique? L'idée ici, c'est que le son produit par le mot takete, parce que ce mot, si vous l'associez à... Qu'est-ce qu'il est pour vous, ce mot, puisqu'il n'existe pas? Ce sont juste des sons, takete, ou des lettres, bon, enfin, peu importe. Ce sont des sons qui évoquent des images. Des sons qui évoquent des images visuelles. Donc, ça signifie que les structures phonologiques sont porteuses d'une certaine signification, en l'occurrence là d'une signification visuelle. Donc il y a ici une analogie entre, si vous voulez, le sens de ce mot qui n'existe pas, mais ce sens appréhendé comme un sens visuel, comme une forme angulaire, et le son takete qui est produit ou perçu avec ce mot. Donc il y a un lien entre la forme et le contenu, entre le son et la signification. Même chose pour Maluma. Alors on voit bien que ici la distinction tient beaucoup aux consonnes, hein, qui sont ici des occlusives sourdes, t, que, te, qui sont donc des interruptions brutales du son, hein, qui est évacué par la bouche, et puis Maluma, où on a affaire à des nasales, à une liquide, etc., avec quelque chose de beaucoup plus doux. Bien. Alors c'est cela que j'appelle la fonction iconique. C'est une analogie donc entre signifiant et signifié, ou entre forme et contenu. Alors on peut la présenter sous une forme binaire. Par exemple, c'est un cas très connu qui fonctionne dans beaucoup de langues. Statistiquement, dans beaucoup de langues, le I est associé à l'E3 ou au petit, et le A ou le O au large et au grand. Mais ça va plus loin parce que ça peut être l'étroit, le petit, le proche, le léger pour le I, et pour le A, le grand, le lointain, le lourd, etc. Mais prenons simplement étroit et large, petit et grand. Pourquoi on a cette association? Alors, la raison évidente, c'est que lorsque vous prononcez un I, vous avez la bouche très fermée. L'aperture de la voyelle est très petite, I. Lorsque vous prononcez un A, vous ouvrez grand la bouche. D'accord? Donc, on a là vraiment, si vous voulez, un lien entre
le geste qui correspond à la voyelle, hein, le geste qui correspond à cette voyelle, et ce qu'elle porte comme signification. Alors on peut l'appréhender au point de vue articulatoire, c'est-à-dire comme geste, mais même on peut l'appréhender également d'un point de vue acoustique, c'est-à-dire le I est aigu, le A est grave, et bon, on sait par ailleurs que les sons aigus sont associés à du petit, à de l'étroit, et les sons graves à du gros et du large. Pourquoi ? Forcément, un objet petit, lorsqu'il tombe, il fait un son beaucoup plus aigu qu'un objet gros lorsqu'il tombe, qui va faire... Un objet petit, il résonne avec des sons, si vous le frappez, il résonne avec des sons plus aigus qu'un objet gros. Bon. Enfin, ça, vous allez me dire, ça dépend de sa matière, etc. Mais bien sûr, mais enfin, bon, dans la nature, en général, c'est comme ça. Alors, lorsque je prenais cet exemple la semaine dernière avec l'une d'entre vous, mais lorsque vous regardez les noms des personnages dans les livres d'enfants, comment elle s'appelle toujours la petite souris ? Elle s'appelle Mimi. Hein, elle s'appelle pas Momo, la petite souris. Par contre, le personnage un peu gros, etc., lui, il va pouvoir s'appeler Momo. Bon, on en parlait la semaine dernière, il y aurait une étude à faire, mais même jusqu'à une thèse, sur la façon, sur les intuitions des auteurs de livres d'enfants dans la dénomination des personnages. Il y a d'ailleurs une étude qui a été publiée, non pas sur les livres d'enfants, sur des livres de Heroic Fantasy, il y a un nom en français pour dire ça, enfin bref quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc sur des noms de personnages, de magiciens, etc. Et donc on a essayé de trouver s'il existait des associations régulières entre les mots qui étaient utilisés pour désigner tel ou tel type de personnage et leur nature, quoi. Et ça fonctionne aussi. Donc il y a des exceptions, bien sûr, quand on prend les langues, il y a toujours des exceptions. Big en anglais signifie pas étroit, mais au fond, statistiquement, ça marche très très bien. Et il y a là une explication qui est à la fois articulatoire, acoustique, qui se comprend également en termes évolutionnaires. Je veux dire que cette distinction entre un son aigu et un son grave et l'association aigu petit, grave, gros, si vous êtes un être humain à l'époque préhistorique, vous avez intérêt à savoir reconnaître que s'il y a un son grave, ça risque d'être une grosse bête qui va vous manger, qui va arriver, alors que si c'est un son aigu, c'est pas dangereux. Donc, si nous avons peut-être hérité point de vue évolutionniste de capacités de ce genre-là, et donc ces associations existent. Alors elles vous montrent qu'il y a une dimension du signifiant, une dimension vraiment corporelle du signifiant. Qui a parfois des traductions, mais parfaitement évidentes. Il suffit de penser à la différence entre parler fort, parler doucement. C'est-à-dire, si vous criez sur quelqu'un, c'est une propriété du son mais c'est une propriété qui est immédiatement interprétée comme ayant une signification. C'est pas possible de dire, je sais pas moi, un mot tendre en hurlant. Bon, donc on a cette connaissance intuitive du rapport entre certains sons et certaines significations. Alors, vous avez également une possibilité de décrire ce genre d'analogie d'une manière proportionnelle
en disant que le rapport entre I et A est équivalent au rapport entre petitesse et grandeur, par exemple. Donc, autrement dit, une relation entre deux signifiants est similaire à une relation entre des signifiés correspondants. Alors, un exemple, ici, qui peut être analysé en termes d'iconicité, c'est la différence entre « je te trouve très belle »,« je trouve que tu es très belle ». Alors, il faut admettre, alors peut-être vous ne serez pas tous d'accord, mais en général, la plupart des gens estiment que la première phrase exprime quelque chose comme une proximité des deux personnes plus grande que la seconde qui est plus distanciée. Je trouve que tu es très belle. On dit la même chose, hein, mais on le dit d'une manière plus détachée, plus distanciée que je te trouve très belle. Alors, si vous admettez cette petite nuance d'interprétation entre les deux phrases, vous remarquez tout de suite que le je et le tu, ici, sont juste à côté l'un de l'autre, alors qu'ici, ils sont éloignés. Et que c'est un effet, si vous voulez, l'impression qu'on a d'une distance dans la deuxième phrase provient iconiquement du fait que le je et le tu sont plus éloignés dans la deuxième phrase. Bon, ça c'est un exemple que m'avait donné Riegel, l'auteur de Riegel Polariul, un jour dans un colloque. Je trouve qu'il est bien cet exemple. Alors, c'est une analogie hétérogène, hein, là, entre signifiant et signifié, donc on a bien affaire à deux entités de nature complètement différentes. Je ne l'avais pas précisé, mais dans le cas de la traduction, on a affaire à des analogies homogènes. Hein. Alors on pourrait dire homo-hétérogène dans la mesure où ce sont des langues différentes, mais ce sont à chaque fois des langues, on traduit des phrases par des phrases. Je veux dire que l'analogie, elle porte sur des choses de même nature quand même. Alors que là, c'est beaucoup plus compliqué parce que l'analogie porte sur des choses qui ont des natures complètement différentes. Donc c'est aussi la porte ouverte à toutes sortes de délires difficilement contrôlables. Mais vous allez voir aujourd'hui, la recherche a avancé sur ces questions et devient beaucoup plus sérieuse. Alors, la fonction de cette analogie de type iconique, enfin la fonction iconique de l'analogie, elle joue un rôle en termes d'efficience sémiotique. Alors je ne vous ai pas mis la citation ici, mais j'aurais dû, citation de Gibbon, mais peu importe. Grosso modo, l'idée c'est que lorsque un signifiant est proche d'un signifié, lorsque vous avez une relation de cohérence ou de similarité d'une façon ou d'une autre, binaire ou proportionnelle, entre un signifiant et un signifié, eh bien le signe est plus facile à comprendre, à manier, à transmettre, etc. C'est évident dans le cas, par exemple, des pictogrammes. Je vous ai déjà pris cet exemple, non je ne l'ai pas fait ici, mais prenez un pictogramme, c'est quoi? C'est un signe. Hein. Prenez le cas des pictogrammes qui indiquent si les toilettes sont des toilettes hommes ou des toilettes femmes dans les aéroports. Vous avez un symbole, il peut varier hein, d'un pays à l'autre, mais c'est toujours immédiatement reconnaissable. C'est-à-dire que le signifiant va ressembler au signifié. C'est-à-dire que si on a un pictogramme pour indiquer femme, il vaut mieux que ce soit ressemblant. Parce que si vous imaginez que tous les aéroports indiquent homme-femme dans la langue d'origine, dans la langue de l'aéroport, en Chine, pour les Français, vous avez une chance sur deux de vous tromper. Hein. Alors, donc, c'est cela que signifie l'efficience sémiotique. C'est l'idée que vous comprenez, alors dans le cas des pictogrammes c'est évident, vous comprenez le signifié à partir du signifiant. Et si vous comprenez le signifié à partir du signifiant, c'est parce que le signifiant porte une partie du sens. Hein. Le cas du téléphone portable, le téléphone portable porte le nom dans le même pictogramme, qui veut dire pour la batterie, les oscillateurs,
Ah oui, 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 le système des pictogrammes dans le monde informatique, évidemment, des icônes, ce qu'on appelle, comme par hasard, les icônes. Hein, ça joue un rôle essentiel, bien sûr. Bien sûr. Alors, maintenant, je vais vous donner deux exemples de recherches récentes sur ce genre de sujet, qui sont des recherches faites par des gens. Alors, bon, vous n'étiez pas au séminaire l'année dernière, mais sauf certains d'entre vous, peut-être que vous, non, je ne sais plus s'il y avait parmi vous des étudiants qui étaient présents au séminaire l'année dernière, mais j'ai organisé avec un de mes collègues un colloque l'année dernière ici, qui était le premier du genre en France, où ces personnes-là ont été invitées pour parler de leurs recherches. Alors, le premier exemple que je vous donne, c'est ce texte de Monaghan et ses collaborateurs, qui, grosso modo, vous pourrez lire, on ne va pas lire en détail le résumé, vous le lirez chez vous si vous voulez, mais ils ont pris un certain nombre de verbes de l'anglais. Alors, est-ce que c'était des verbes, Bon, ils ont pris un certain nombre de mots de l'anglais. Ils ont adopté un mode de calcul de la distance sémantique. Donc, est-ce que deux mots sont proches sémantiquement ou loin? D'accord. Ils ont adopté un mode de calcul de la distance phonologique. Est-ce que des sons sont, par exemple, cri, cru, sont proches, mais cri et Paul sont loin. D'accord. Donc un mode de calcul de la distance phonologique, un mode de calcul de la distance sémantique, genre, je sais pas moi, chaise et tabouret sont plus proches que chaise et immeuble, pour donner des exemples absurdes. Et sur un certain nombre de mots, informatiquement, ils ont essayé de mesurer si, quand on augmente la distance sémantique, est-ce qu'on a une augmentation, une diminution ou rien de régulier dans la distance phonologique. Et ce qu'ils sont parvenus à montrer, c'est que quand on augmente la distance phonologique, on augmente la distance sémantique et réciproquement. Quand la distance sémantique diminue, la distance phonologique diminue. Autrement dit, statistiquement, il y a un lien entre le phonologique et le sémantique. Alors, un autre cas qui a eu beaucoup plus de retombées, parce que je vous en parlerai après, mais c'est un article de Damian Blasi et Wichmann et d'autres. Eux, ils ont adopté une méthode différente grâce à une base de données que Wichmann a dans son laboratoire, de 6000 langues, plus de 6000 langues. Ils ont pris un certain nombre de mots, une centaine de mots de base du vocabulaire, genre le nez, les parties du corps, des mots qui existent dans toutes les langues. Et, tout bêtement, je veux dire, évidemment, il faut avoir des moyens informatiques, mais ils ont pris pour ces 6000 langues 100 mots, et ils ont simplement regardé est-ce que ces mots ont des récurrences en termes phonétiques, phonologiques. Alors, ce qu'ils trouvent, c'est que il y a effectivement des récurrences. Bon, par exemple, prenez, je parlais du nez, nose. Alors, il y a symbole positif, symbole négatif, c'est-à-dire que vous avez dans certains cas des mots des phonèmes qui n'y sont jamais, et dans d'autres cas des phonèmes qui apparaissent très souvent. Donc vous avez le N qui est très fréquent pour le nez, le A qui est très fréquent pour le poisson, le S pour le chien, etc. etc. D'accord ?
Vous voyez que pour petit, on a très souvent la voyelle I. Pour la langue, le L. Bon. Bref, donc sur une centaine de mots, on relève qu'il y a des régularités. Ensuite, il faudrait réexplorer l'ensemble pour ces cas-là, hein, et regarder tout cela de plus près. Mais c'est déjà un résultat extrêmement intéressant, et qui a d'ailleurs été contesté. D'abord, il a été très favorablement accueilli, ce résultat. Il y a eu même un article à ce sujet dans la revue Nature. Et en France, il y a eu France Culture qui a... c'était l'année dernière, hein, le texte a été publié... ça a été publié quand? Je ne l'ai pas noté, mais c'est un texte de 2016, je crois. France Culture a fait... donc je vous ai indiqué, si vous voulez en savoir un peu plus, a créé une page de réflexion sur cet article parce que, effectivement, il renverse l'idée saussurienne de l'arbitraire du signe. Alors, ce qui est amusant, c'est que il y a parmi les linguistes français qui sont des héritiers du structuralisme des résistances très fortes à cela, à cette idée. Alors, par exemple, Louis-Jean Calvet qui dit il n'y a pas du tout de raison que le son d'un mot nous donne son sens. Bon, je veux dire, il commente l'article, enfin il commente les résultats de l'article, mais manifestement sans l'avoir lu. Et au fond, c'est une idée qu'il ne veut pas accepter. Même chose pour Agege. Hein. Si vraiment il y avait un lien tout puissant entre les sonorités et les réalités, la logique poussée à son extrême fait qu'on aurait une seule et même langue. Or, ce n'est pas du tout le cas. Mais ce n'est pas du tout ce que ça dit. Hein. Ça dit qu'il y a des régularités, ça peut très bien varier selon les langues, mais qu'il y a quand même des régularités et des sons qui sont associés à... des significations qui sont associées à des signifiants. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, d'une part, c'est normal qu'il y ait des résistances. Hein. C'est normal qu'il y ait des résistances. Vous pourrez d'ailleurs, vous voyez qu'il y a vous pouvez écouter les réponses de Calvet et de Agege sur le site dont vous avez le lien ici. Hein. Par souci d'honnêteté, je vous les donne, ces réponses critiques, mais qui, vous le verrez, sont des réponses qui sont vraiment à côté de la plaque parce qu'elles ne tiennent absolument pas compte de la recherche effectivement faite par Blasi et ses collaborateurs. Donc il y a une résistance et surtout un malentendu gigantesque sur le fait que ce serait anti-saussurien de faire cela. En fait, pas du tout. Hein. Chez Saussure, il y a en gros il y a un principe de l'arbitraire qui est lié à la théorie de la valeur, mais quand Saussure parle du mécanisme de la langue, il parle du système de la langue, non plus en tant que système de valeur, mais en tant que mécanique interne. Et là, il travaille sur l'étymologie populaire, sur toutes sortes de choses, pas sur le cas, bien sûr, du symbolisme phonétique à ce point, mais je pense qu'il n'aurait pas forcément été hostile à ce genre d'idée. Donc, l'idée de l'iconicité ici n'est pas de dire qu'il n'y a rien d'arbitraire dans les langues. Bien sûr, il y a de l'arbitraire, mais il y a aussi de la motivation iconique. Et cette motivation iconique, elle provient d'une dimension fonctionnelle des langues, c'est-à-dire le fait que les langues servent à communiquer et qu'on a besoin d'outils de communication qui soient le plus efficaces possible. Et plus un signe, comme je le disais tout à l'heure, plus un signe est iconique, plus il est efficace. Alors, certes, les langues ont évolué peut-être avec des diminutions d'iconicité dans certains cas, mais pas toujours. Hein. Alors, pour conclure, puisque je vois que nous arrivons à la fin de la séance,
Ces notions, bon, je reviendrai la semaine prochaine sur le concept d'iconicité, son histoire, parce que c'est quand même important, mais pour rester vraiment sur ces recherches qui montrent qu'il y a un lien entre des sons et des significations, ces recherches linguistiques croisent d'autres recherches qui sont plus larges, disons, sur ce qu'on appelle les correspondances transmodales. En anglais, cross-modal correspondences, qui sont en fait l'analyse de toutes les situations dans lesquelles une sensorialité est interprétée dans les termes d'une autre sensorialité. Un son est interprété comme une image, un toucher est interprété comme une image, un son peut être interprété comme un goût, comme un toucher, etc. etc. C'est ce qu'on appelle les correspondances transmodales. Et les recherches sur les correspondances transmodales montrent que là aussi il y a beaucoup de régularité. On peut considérer le symbolisme phonétique comme un cas de correspondance transmodale. Un exemple que donne Ophélia de Roy qui, dans un article relativement récent, est-ce qu'un citron c'est lent ou rapide? Bon, la plupart des gens disent que c'est rapide, parce qu'ils associent l'acidité à la vitesse. Une banane serait plus lente, par exemple. Bon, donc, vous voyez que l'idée ici, fondamentale, et qui est comment dire, la même, au fond, mais plus générale que celle du symbolisme phonétique, c'est que nos sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc., ne sont pas du tout, jamais indépendants les uns des autres. Un son est en même temps une couleur, peut-être une autre sensation, etc. Nos sensorialités sont associées les unes aux autres par des relations de similarité. Donc, il y a des possibilités d'analogie. Et c'est là-dessus que vont jouer des musiciens, des poètes, etc., pour produire telle ou telle impression, grâce à des suggestions sonores, par exemple, mais qui vont être en même temps des suggestions visuelles, tactiles, sensitives, à toutes sortes de sensorielles, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce dernier point? Mais bon, il est bientôt 19h. Écoutez, merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous confirme que dans 15 jours, on fait donc les 2 exposés au moins. Est-ce qu'il y en a plus? Alors, 1, 2, 3. Vous aussi, vous faites votre exposé dans 15 jours? Bah non, parce que je crois que dans 3 semaines, ce sera pendant les vacances. Donc vous pouvez, hein. Là, il y aura personne.